Le mont Everest, le point culminant de la planète, la plus haute des montagnes du monde. De l'Himalaya au mont Argoloun, des montagnes se succèdent les unes aux autres, formant un paysage spectaculaire du troisième pôle de notre globe. La montagne fait de la Chine un pays hors de pair. La chute verticale de plus de 9000 mètres dote le pays des paysages les plus diversifiés et des plus riches faunes et flores au monde. Les régions montagneuses représentent plus de 70% du territoire du pays. Quelques 160 chaînes de montagnes qui ondulent en cette vaste terre forment l'architecture de la topographie de la Chine. Et dans ces montagnes se trouvent quelques-uns des secrets les mieux gardés de la nature. Sur les hautes montagnes escarpées vivent des escaladeurs professionnels. Le Baral est capable de grimper des falaises quasi verticales, comme s'il marchait sur un terrain plat. Grimper dans la montagne permet à ces animaux de fuir les prédateurs. Ils recherchent la sécurité en dépit des dangers encourus. Les jeunes barreaux n'acquièrent cette compétence de se déplacer librement sur la falaise qu'au long apprentissage. Le printemps est la saison des jeux de famille dans l'Himalaya. C'est une grande famille de panthères des neiges. 3 petits viennent de pouvoir marcher avec leurs parents. Tout leur semble si nouveau. Les jeunes léopards d'1 an commencent à apprendre à attraper leur proie. Quand ils auront 3 ans, ils vivront indépendamment. L'apprentissage est un long processus. Les félins doivent être aussi bons grimpeurs que leur proie. Mais ces petits prédateurs ne maîtrisent pas encore la technique de se dissimuler. Les hautes montagnes recèlent des dangers. Le Baral s'est enfin débarrassé des jeunes chasseurs. Mais le vrai danger vient en fait du ciel. Le vautour a une envergure dépassant 2 mètres. Il est capable d'enlever aisément un jeune caprin.
Sous le manteau de la nuit, la famille des félins a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Cette race caprine est la principale source d'aliments pour les panthères des neiges. Ce baral peut nourrir cette famille de 5 prédateurs pendant 10 jours. Dans cette zone semblant être interdite à la vie de plus de 5000 mètres d'altitude, on trouve tout de même des animaux sauvages de grande taille. Le yak doré sauvage, une des espèces animales les plus menacées dans le monde, sa population n'excède pas 50 individus. Le ruminant est le plus grand animal sauvage sur le plateau tibétain en termes de taille. En été, leur biotope peut être s'étendre jusqu'à plus de 6000 mètres d'altitude. En avril, dans le mont Tian Shan, les fleurs d'abricots sauvages dominent. Ici, c'est la plus grande forêt d'abricotiers sauvages au monde. Le massif du mont Tian Shan s'étire d'est en ouest sur une longueur de 2500 km. Les différences de hauteur entre les faîtes de montagne provoquent de puissants courants d'air montants. Profitant de la force montante des courants d'air, les rapaces entrent en saison migratoire. Les fleurs s'épanouissent au pied de la montagne au printemps, mais au-dessus de la ligne de neige, c'est encore le paysage désertique. Chez les bouquetins, le signe le plus distinctif sont les 2 longues cornes. Il ne cède en rien au baral quant à sa capacité à escalader. La zone au-dessus de 4000 mètres d'altitude, c'est le fief des Yangir. Le massif bombé de Tian Shan scinde le Xinjiang en 2. Sur le versant nord du mont Tian Shan, le courant d'air chaud et humide provenant de l'océan Atlantique apporte de riches précipitations qui atteignent 2000 mm au maximum, un niveau proche des régions subtropicales. Ici, c'est l'une des meilleures steppes de la Chine. En revanche, le versant sud du mont Tian Shan est l'endroit le plus éloigné des mers. À l'extrême, les précipitations n'excèdent même pas 10 mm. Le désert du Taklamakan est le plus grand désert mouvant de Chine. Ces 2 côtés de la montagne, ce sont 2 mondes. Une terre de Tian Shan, repliée sur elle-même depuis les temps les plus anciens. Ici est préservé un écosystème montagneux dans son intégralité. La prairie au pied de la montagne est un paradis pour les herbivores. Le chevreuil est une espèce de cervidé. Il eût dominé les forêts du Nord, mais aujourd'hui il est difficile d'y trouver sa trace. Or, à Charles-Syrie, on voit ces petits ruminants vivre à l'aise ici. En haut de la prairie, ce sont de denses forêts vierges.
Quand ces herbivores sont effrayés par un intrus, ils se sauvent à toutes jambes dans cet asile naturel. La nuit tombe. À Charles-Siry, on peut encore voir apparaître d'autres animaux mystérieux. Voici le cerf Elaf du Tien Shan. Ils ont l'habitude singulière de migrer dans la journée et la nuit. Dans la journée, ils montent dans la montagne à plus de 3000 mètres d'altitude pour se mettre à l'abri des moustiques. La nuit, ils descendent sur la prairie au pied de la montagne. Ces mammifères mangent principalement durant cette période. Dans la prairie, une rencontre particulière commence déjà. L'eau apporte le sel contenu dans le sol à la mare située en bas de la montagne. C'est l'élément le plus précieux pour le chevreuil et le cerf Elaf. Ici, c'est la limite du bassin du Sichuan. À l'approche de l'été, la température au sommet avoisine encore 0 degré Celsius. Par ses hauteurs, la montagne crée différents environnements climatiques et génère ainsi un écosystème diversifié sur le plan de la répartition verticale. À un tel moment, dans le bassin du Sichuan, au pied de la montagne, la température est proche de 30 degrés. Quel vacarme! Mais dans la forêt, à plus de 30 000 mètres d'altitude, c'est le calme total. La couleur verte commence tout juste à poindre, la température commence à remonter, l'Itagine ensanglantée commence à rechercher son compagnon pour s'accoupler. Les neiges n'ont pas encore fondu. Le rhododendron des montagnes commence déjà à fleurir. Ces azalées, qui s'épanouissent à basse température, font face à un problème épineux. Peu d'insectes sont capables de vivre sous ces temps froids. Qui pourrait les aider à féconder? Les éricacées ont leurs moyens à elles. Elles utilisent leur riche miel pour attirer des assistants, les pouillots. Les oiseaux de petite taille sont capables de féconder des végétaux, comme le font les oiseaux-mouches d'Amérique. Le mont Wuliang à Jingdong, dans le Yunnan, est une branche des monts Huangduan. Ici, la montagne est abrupte. En raison de précipitations abondantes, sont formées de violentes entailles. Haute montagne, profond ravin, cette topographie rend le mont Wuliang inaccessible à l'homme. Il reste isolé du monde extérieur. Dans les forêts vierges de cette montagne vit une espèce d'animal mystérieux. Ils viennent et s'en vont sans laisser de traces, comme un coup de vent. Le gibbon noir, que les habitants locaux appellent singe du vent, une bien belle appellation. Le gibbon noir est une espèce de la famille des Hylobatidae. Leur population n'excède pas 1000. Le gibbon noir est aussi précieux que le panda géant, en raison de sa rareté. Vivant en haute altitude, ces Hylobatidae ont leurs bras 2 fois plus longs que leur taille. Ils se déplacent dans la houppe en s'appuyant totalement sur leurs bras vigoureux.
Les cris des singes sur les deux rives du Yangtze, dans la section des Trois Gorges, ont accompagné les Chinois dans leur voyage sur le fleuve dans l'Antiquité. Il y a un millier d'années, les Ilobatidés furent largement répartis dans le sud du Yangtze. Or maintenant, leur fief s'est rétréci dans le sud-ouest du pays et dans des montagnes reculées de Hainan. Haute montagne et ravins profonds, cette topographie procure la dernière protection à notre cousin. Le cri long est la langue propre à la société de ces primates. Leurs cris se réfléchissent longtemps dans ces hautes montagnes et profonds ravins jusqu'à une distance de plus de 5 km. Au moyen des cris, ces mammifères lancent des alertes pour la communauté, coordonnent leurs actions ou communiquent mutuellement pour exprimer leurs sentiments. Le gibbon femelle est doté de poils dorés originaux sur la tête. La communauté des Ilobatidés est matriarcale, avec une structure familiale stable. Une famille est formée tout autour de la mère ou de la grand-mère comme noyau ou chef de famille, comprenant 2 à 3 membres mâles, 4 à 5 total, une dizaine de membres. Si le mont Wuliang, situé à la frontière sud-ouest de la Chine, est devenu le dernier asile pour ces primates, une autre raison importante se trouve dans l'existence de denses forêts dans la montagne. Feuilles d'arbres, bourgeons, fruits, voire fleurs, voilà les nourritures favorites dont les gibbons noirs se régalent. Ce régime alimentaire leur assure l'énergie indispensable pour les activités quotidiennes et la reproduction. Les aliments étant faciles à obtenir, ils ont beaucoup de temps pour se distraire et communiquer entre eux. Les gibbons noirs sont les seuls anthropomorphes de la Chine. Ces animaux intelligents et forts n'ont pratiquement pas d'ennemis. Ils règnent sans partage dans les régions montagneuses du sud-ouest de la Chine. Au moment des chaleurs, le gibbon femelle prend l'initiative de flirter avec le mâle. La femelle lui peigne d'abord les poils, puis elle balance sa tête à un rythme régulier, avant d'amplifier de plus en plus ses mouvements. Cela est en fait une danse amoureuse unique à cette espèce d'animal. Le rétrécissement de l'habitat ainsi que le faible taux de fécondité sont les principaux facteurs qui expliquent la menace d'extinction de ces primates.
Le mont Changbai, le point culminant de la région du Nord-Est. Au sommet, il y a le lac le plus profond de Chine. Le fond du lac est le cratère d'un volcan endormi. Les forêts de conifères et d'arbres à feuilles caduques sont les versants du mont Changbai qui sont bien préservés, sont un type de forêt spéciale à l'Asie du Nord-Est. Les grenouilles rousses d'Asie, une espèce d'amphibien de la famille des ranidés, vivant dans la forêt vierge du mont Changbai. Elles sont très sensibles aux variations de la température. En septembre, le feuillage des arbres commence à jaunir, se faner et tomber. L'hiver rude approche. Ces amphibiens doivent s'activer et trouver un asile pour hiberner avant que la neige ne gèle la montagne. Dans cette forêt vierge de 800 000 hectares, pour trouver un endroit pour hiberner, les grenouilles des forêts ont besoin de suffisamment d'intelligence et d'énergie. Le pin rouge, une espèce d'excellence dans la forêt mixte de conifères et d'arbres à feuilles caduques, peut atteindre une trentaine de mètres de haut. En automne, les énormes pommes de pin tombent du ciel comme des bombes. La voie pour les grenouilles est parsemée de dangers. Si l'une d'elles tombait juste sur elle, la suite serait funeste. Les pommes mûres deviendront le noyau du fonctionnement de la forêt. Les graines dans les cônes de pin dégagent un parfum très fort au travers de l'épaisse coque. Ce sont des délices que le tamia de Sibérie attend depuis un an. Ces graines, riches en graisse, sont le plus important aliment que le rongeur rayé garde en stock pour passer le rude hiver. À l'appel du parfum, le suridé galope ventre à terre vers son but. Or, quelqu'un a pris de l'avance. En hiver, les graines riches en calories sont la précieuse nourriture que beaucoup d'animaux se disputent dans la forêt. Voici le plus gros monstre des forêts, le sanglier. Après s'être assouvi, le sanglier décide enfin de s'en aller, satisfait. Le rongeur voit enfin sa chance arriver pour de bon. Il peut se régaler du cône de pin qui est devant lui, bien à l'aise. Le cône du pin rouge est d'une structure spéciale. Elle a une coque épaisse et dure. Même si elle tombe d'une hauteur d'une trentaine de mètres, elle ne se casse pas. Les incisives du rongeur sont un outil spécialement conçu pour ouvrir ce fruit. Le petit mammifère rongeur se sert de ses bajoux pour effourrer provisoirement beaucoup de graines de pin avant de les transporter dans des cachettes. À l'instar d'un agriculteur averti, il stocke ainsi ses aliments pour l'hiver.
L'automne est une saison de moisson. Les habitants des forêts préparent leur hibernage, chacun à sa manière. Voici un ruisseau doux. Il est couvert de feuilles mortes.